On va démarrer si vous voulez bien. Bonjour à toutes et à tous. Oui, bonjour à tous. Donc, merci Laurent d'être présent aujourd'hui. Merci Thomas. Donc, ils vont se présenter ensuite. Donc, je vous propose de démarrer cette conférence de presse. Donc, de manière très claire et ordonnée, je vais vous donner quelques mots sur Agriéthique, rappeler un peu l'historique. Et ensuite, je donnerai la parole à Laurent, bien sûr, pour parler de notre partenariat. Et puis Thomas, agriculteur en Bretagne, qui se présentera également. C'est notre 4e édition, notre 4e présence au Salon d'agriculture. Nous étions déjà là en 2020. Donc, il faut savoir qu'Agriéthique est né en 2013. Notre première participation au Salon, c'est 2020. Et en 2020, j'aime bien rappeler un peu l'histoire. J'avais eu l'occasion de discuter quelques minutes avec notre président Emmanuel Macron pour lui présenter le label. Alors pour nous, c'était une première et ça avait fait un peu d'ailleurs le buzz sur les réseaux sociaux. Et samedi, j'ai eu encore l'occasion de discuter avec lui. Donc je me suis permis de faire finalement le parallèle entre 2020 et 2024. Quelles évolutions pour le label. Bon, déjà, on a progressé en nombre d'exploitations agricoles. On ne parle pas d'agriculteurs, on parle bien d'entités juridiques. On a fait plus 500 exploitations agricoles entre 2020 et 2024. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quasiment à 1900 exploitations agricoles qui bénéficient d'une juste rémunération à travers du label Agriéthique. On a multiplié par 2 le nombre de marques partenaires au niveau national, c'est-à-dire qu'on a 44 aujourd'hui marques partenaires labellisées Agriéthique. On a multiplié par 3 le nombre de références produits. Donc on est quasiment à 600 références produits distribuées dans tous les circuits de distribution, que ce soit la GMS, les réseaux spécialisés, les collectivités, l'artisanat. Et puis, le chiffre d'affaires des marques labellisées en Agriéthique a été multiplié par 3. Donc on est à 457 millions d'euros de chiffre d'affaires de produits labellisés Agriéthique. Donc nous sommes, avec la communauté, nous représentons le premier, le pionnier du commerce équitable français. Parmi tous les labels, donc c'est extrêmement important, on représente 61% de parts de marché. Donc voilà pour les chiffres. Je vais rappeler rapidement, bien sûr, les fondamentaux. Donc Agriéthique est né en juin 2013, vous connaissez pour certains un peu l'histoire. C'est un label construit par des agriculteurs pour des agriculteurs. Et notre volonté au départ, mais qui est toujours aujourd'hui, c'était et c'est de se déconnecter de la volatilité des matières premières. Comme vous le savez, quand les prix sont trop bas, finalement l'agriculteur a des difficultés à vivre de son métier. Et quand les prix sont trop hauts, finalement, ça vient pénaliser l'industriel, mais finalement aussi le consommateur qui va acheter le produit final. Donc l'objectif d'Agriéthique, ça a été finalement de se déconnecter des marchés. Et j'aime bien parler de filière inversée. On part du producteur pour définir un prix. Le prix, il est rémunérateur et il est validé par le producteur. Ça, c'est extrêmement important. Et on part de cette base pour ensuite définir le prix pour l'ensemble de la filière. On met à disposition, bien sûr, des partenaires du volet contractuel, juridique, ce qui va nous permettre finalement de contractualiser du producteur jusqu'au porteur de marque sur la base d'un prix rémunérateur du producteur déconnecté de marché, un volume et ensuite une durée minimum de 3 ans.
par ce biais et par cette notion, on va dire, de partage de la responsabilité, on va venir protéger la rémunération du producteur, on va venir protéger l'ensemble des maillons de la filière, et on va venir aussi finalement protéger le pouvoir des consommateurs, le pouvoir d'achat des consommateurs, lorsque les marchés, comme on l'a vu dernièrement, sont amenés à exploser avec des matières premières exorbitantes. J'ai brossé très rapidement le label. Je vais passer la main à Laurent pour qu'il continue et qu'il explique son intérêt dans le partenariat. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente, donc Laurent Cavard. Moi, je suis le PDG de la société Alto Bretz. Juste un petit description d'Alto rapidement. Alors, nous sommes les irréductibles gaulois de la chips. En fait, sur le marché de la chips en France, il y a Alto. Alors, Alto, c'est un petit peu moins de 50% du marché français. Alors, tout ça, c'est fait avec une grosse part de marché en marque de distributeur. Et la marque Bretz, qui représente 15% du marché français en volume. Donc une chip sur deux, on va dire, consommée en France vient de nos deux usines. Et puis après, les deux autres acteurs, c'est des multinationales. Donc c'est Pepsi Cola avec la marque Lay's, qui est leader du marché en marque. Et puis Intersnack avec la marque Vico, la marque Tyrell. Voilà, donc une production en France avec deux usines, avec des pommes de terre 100% françaises. Alors, l'histoire de l'entreprise, et là on va revenir en particulier le lien avec Agriatic. C'est à l'origine, c'est la filière pomme de terre. Alto vient d'une filière pomme de terre. C'était à l'époque préhistorique, que certains ne connaissent plus maintenant. C'est l'époque des quotas laitiers. Et à ce moment-là, le groupe Blond, qui faisait de la nutrition animale, à côté, s'est dit, tiens, si on crée une filière pomme de terre pour amener un revenu stable, une culture rémunératrice aux agriculteurs, en particulier qui faisaient de l'élevage et dont le revenu était limité par les quotas laitiers. Donc, à partir de là, il y a une filière pomme de terre, notamment à des fins de transformation par des industriels de la pomme de terre, notamment dans la chips, qui s'est créée. Donc, ça date de 91. Bon, évidemment, tout ça, l'idée est germée. On va valoriser la qualité de la pomme de terre bretonne et on va en faire des chips. La création de notre première usine, donc à Pontivy, en plein centre de la Bretagne, notre usine de chips en 1995. Donc on est quand même beaucoup plus vieux que Adriatic. On reste relativement jeune puisque l'année prochaine, ça sera nos 30 ans. Et donc on est parti effectivement de cette culture de la pomme de terre. Donc, et on reste fidèle à cette notion de culture de la pomme de terre puisqu'on travaille avec 300 agriculteurs. Alors maintenant, ils ne sont plus seulement bretons. Ils sont vendéens, ils sont aussi d'Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont normands. Tout ça, on travaille en système d'achat de contrats à prix fixe. Donc les prix sont fixés maintenant. Les agriculteurs sont en train de signer. Donc à la récolte, pour les primeurs, à partir de mi-juillet, pour les parties tardives à partir de mai-septembre, ça sera le prix qui sera payé aux agriculteurs. Le principe aussi, dans la manière dont on fonctionne, c'est qu'on veut éviter de lier économiquement les agriculteurs par rapport à nous qui soient dépendants d'un point de vue économique. Donc c'est nous qui mettons à disposition les arracheuses de pommes de terre via des entreprises de travaux agricoles. Il faut imaginer une arracheuse de pommes de terre, c'est des bêtes à 400 000 euros. Donc c'est un sacré investissement. Et aussi, c'est nous qui stockons les pommes de terre. De la même façon, ce n'est pas les agriculteurs qui doivent investir dans les stockages de pommes de terre et qui n'ont pas un besoin en fonds de roulement qui est mobilisé. Tout ça, c'est sur la responsabilité de notre entreprise. En faisant ça, en plus, évidemment, ce qui est intéressant, c'est avec l'arrachage et le stockage, on s'assure de la bonne conservation des pommes de terre. Parce qu'il n'y a pas de mystère, sans bonnes pommes de terre, on ne sait pas faire de bonnes chips. Et en faisant tout ça aussi, on est capable d'assurer la traçabilité aussi de nos pommes de terre, du champ jusqu'au sachet de chips. Derrière vous, vous avez des chips, vous verrez, au dos, vous avez le nom du producteur de pommes de terre. Donc là, voilà, c'est Monsieur Auger qui vient de Plounévez-Quintin, dans les Côtes-d'Armor, qui a fourni les pommes de terre. Voilà, donc voilà, on le met. On est très fiers de mettre évidemment le nom des producteurs de pommes de terre sur nos paquets, parce que ça fait partie de des racines de notre entreprise. Donc, ce qu'on essaie de faire globalement, vous avez compris, c'est on a des usines en France, on a des pommes de terre françaises, et ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est d'assurer aussi de la confiance vis-à-vis de nos consommateurs. Donc déjà, on l'a fait au niveau du produit depuis bien longtemps. L'huile de palme est supprimée de chez nous depuis
plus de 11 ans. Et tous nos ingrédients, tous nos arômes ne sont plus des arômes, ce sont des assaisonnements puisque c'est fait à partir d'ingrédients naturels. Alors, vous voyez ici ce qu'on a, le produit qui est exposé, c'est au bleu d'Auvergne. C'est avec de la poudre de fromage, bleu d'Auvergne, de l'AOP, bleu d'Auvergne. Donc en fait, nous, ce qui nous a attiré dans le label Agriétique, finalement, c'est que c'était en résonance avec finalement ce qu'on faisait depuis des années, hein. C'est-à-dire cette notion de juste rémunération des agriculteurs. C'est toujours été la logique depuis le début de l'entreprise. Et finalement, on s'est dit c'était intéressant d'utiliser ce label, qui en plus trouvait en termes de nom résonnait. Et ça résonnait avec les valeurs de notre entreprise. On se veut une entreprise responsable, loyale avec nos partenaires, et en particulier avec nos partenaires agriculteurs. Donc c'est important pour nous. Donc aussi ce label Agriétique, il est aussi pour montrer aux agriculteurs que leur rémunération compte pour nous. Donc c'est important pour nous parce que on est en recrutement d'agriculteurs en permanence. Donc, vous avez peut-être vu dans la presse, on annonce la construction d'une 3e usine Alto, donc fin 2025. Donc à terme, ça amènera une capacité supplémentaire de 15 000 tonnes de chips. C'est 1200 hectares de pommes de terre, donc ça va être du travail pour 200 agriculteurs, voilà, si on prend les surfaces moyennes. Voilà. Puis aussi, ce qui est important pour nous quand on parle de ça, c'est aussi amener du recrutement, c'est amener une culture rémunératrice aux agriculteurs. Bon, moi, je parle en particulier parce que nous, on est basé en Bretagne. En Bretagne, il y a une crise de l'élevage, tout le monde entend parler, hein. Eh bien, la pomme de terre, c'est une culture supplémentaire pour amener du revenu à des agriculteurs qui sont en difficulté sur l'élevage. Donc, c'est une culture rémunératrice, hein, la pomme de terre. Grosso modo, si on prend les évolutions de prix, alors là, je vais parler des moyennes France, hein. Le prix de contrat de pomme de terre, il a fait 50%, plus 50% en 4 ans. L'indice IPOMPA a fait plus 20% en 4 ans. C'est bien, c'est une culture sur laquelle les agriculteurs gagnent de l'argent, et tant mieux. C'est très bien. Et puis j'insiste, c'est grâce à eux qu'on a des bonnes pommes de terre. Sans eux, on ne peut pas faire de chips. Voilà. Et si aussi, ce qui est important, je dis, c'est cette notion d'agriétique, elle est aussi importante pour le consommateur. Une des causes du succès de la marque Bretz, c'est en particulier notre politique RSE, notre politique de développement durable. Donc on est déjà labellisé PME+, donc ce qui est le label RSE de la FEF. Et on s'est dit, justement, Agriétique, on insistait sur ce côté juste rémunération des agriculteurs. Nous, on le fait, c'est pas pour multiplier les labels, on veut pas faire maillot de coureur cycliste sur nos paquets, c'est qu'on veut parler aux consommateurs. Et il y a une attente de consommateurs sur une juste rémunération de consommateurs, une attente de local. Et je pense que ce label, justement, c'est aussi un moyen de rassurer le consommateur sur nos produits. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très content que nos 4 nouveautés Bretz, cette année, accueillent sur leur paquet le label Agriétique. Alors vous avez les nouveautés. Alors les seules que vous pourrez manger, c'est celle-là, c'est celle au bleu d'Auvergne. Les autres, ce sont que des échantillons parce qu'on ne les a pas encore mis en production. Donc en production, donc, vous aurez bleu d'Auvergne, cheddar jalapeno, vous aurez aussi sauce curry et évidemment le produit qui va faire buzz, l'aromatisation pastis. Alors, évidemment pastis sans alcool, hein, on s'entend. Il y a un goût anisé. Donc, je sais que tout le monde a envie de le goûter, mais il ne faut pas essayer d'ouvrir le paquet. Il y a des chips nature à l'intérieur, donc vous serez très déçus. Le seul pour l'instant, c'est vrai produit à l'intérieur, c'est là avec l'assaisonnement bleu d'Auvergne que vous trouvez sous les tables. Oui, et vous verrez dessus, en affirmant le label Agriétique dessus. Au fur et à mesure du temps, tous nos produits intégreront en face avant le label Agriétique. En particulier, il y aura forcément des changements réglementaires, ne serait-ce qu'avec le nouvel algorithme du Nutri-Score. Donc progressivement, sur tous les produits à la marque Bretz, on aura effectivement ce label qui apparaîtra. Très bien. Avant de poursuivre, je vais passer la parole à Thomas. Ce qui serait bien, Thomas, c'est qu'il dise deux petits mots sur ton exploitation et qui tu es, tout simplement. Bonjour à tous, moi c'est Thomas. Moi je suis fils d'agriculteur et je suis installé avec mon père et mon sur une exploitation à Petit. Moi je suis. Donc, c'est un voisin de l'usine, hein. On est combien à 5 km? Ouais, 5 km à peu près. En gros, je suis producteur laitier, et donc en parallèle, j'ai 20 hectares de pommes de terre pour l'entreprise Alto. Donc l'entreprise Alto, ça permet un revenu complémentaire par rapport à l'élevage, ça permet une diversification sur l'exploitation. On
très content de travailler avec l'entreprise, on a des bonnes relations. Ça fait depuis combien de temps que vous Ça travaillez fait ensemble? seulement depuis 4 ans parce qu'on est des producteurs de plantes pommes de terre au Bras. Donc, plants de pommes de terre, c'est les petites graines de pommes de terre, hein, ce qu'on va planter pour faire les plants. Ce qui est un métier très technique, hein, faire des plants de pommes de terre. Hein. C'est ça. Là, les plantes pommes de terre, c'était devenu compliqué et on a eu la solution de Alto qui était située à côté, donc on n'a pas hésité. Et on ne regrette pas aujourd'hui. Et en plus, tu as une activité spécifique au-delà de la production de pommes de terre. Oui, c'est ça. Donc, en plus, on a une vraie quantité. Donc, on stocke des pommes de terre pour Alto. Donc, on stocke des pommes de terre conventionnelles et biologiques. Donc, en fait, les pommes de terre, vous avez compris, il faut les stocker. Alors, les pommes de terre primeurs, elles font du direct champ. Hein. Pour l'usine de Bretagne, elles viennent du nord de la Bretagne, vers Saint-Malo. Après, les tardives viennent du centre-Bretagne, en particulier, c'est autour de l'usine dont on parle. Et là, on va les stocker entre le moment de la récolte. La récolte, c'est entre mi-septembre et mi-octobre, ou fin octobre, jusqu'à mi-juillet, on a les premières primeurs. Donc, effectivement, on les conserve comme la prunelle de nos yeux. Donc, et on demande à des gens comme Nicolas, effectivement, de stocker pour nous. Donc, ils ont fait l'investissement de stockage pour nous. On a un contrat de 10 ans avec eux. Toujours une logique. Finalement, tout le monde gagne de l'argent. Et puis, c'est eux qui prennent soin de nos pommes de terre. C'est ça. Bon, on a encore plein de choses à vous dire. Après, ce qui paraît intéressant, c'est de vous laisser la parole, de nous poser quelques questions. On peut passer le micro éventuellement pour que tout le monde entende la question. Bonjour, les Échos. Est-ce que la solution au problème de la rémunération des agriculteurs, c'est justement le contrat ou l'intégration par des industriels des agriculteurs? Alors, je vais donner mon point de vue et après Laurent va expliquer le sien. Nous concernant, vous l'avez bien compris, ce qui nous permet de protéger tous les maillons de la filière, c'est la contractualisation. J'insiste, ça paraît évident, implicite, simple à mettre en place, mais c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il est important que la contractualisation démarre dès le producteur. Je ne parle pas du collectif, hein. Je ne parle pas de la coopérative, je parle bien du producteur. C'est-à-dire que les producteurs ont des contrats individualisés sur la base d'un prix, d'un volume et d'une durée de 3 ans. Et il faut que ce contrat, je dirais cette succession de contrats, aille jusqu'au porteur de marque qui, lui, après, va proposer le produit auprès du distributeur ou du consommateur. Donc voilà, donc, nous, notre moyen de responsabiliser l'ensemble des acteurs, c'est la contractualisation. Et on y inclut à l'intérieur de ces contrats, des clauses qui, justement, dissuadent les acteurs de sortir de la filière si les marchés sont amenés à être extrêmement volatiles. Bon, alors je ne vais pas vous donner de réponse sur le monde agricole en règle générale. Hein. En ce qui concerne le marché de la pomme de terre, effectivement, pour nous, c'est important parce que c'est le moyen d'avoir les variétés dont on veut disposer, parce que ce n'est pas un produit banalisé. Hein. On utilise des variétés qui sont spécifiquement faites pour la chips, qu'on ne trouve pas directement sur le marché. Pour ça, nous, on s'engage auprès des producteurs de plants 2 ans à l'avance, plus effectivement auprès des agriculteurs en contrat, parce qu'on va avoir les pommes de terre en besoin. Je ne vous cache pas qu'à chaque fois qu'on se retrouve à dépendre du marché libre, parce que des fois ça peut arriver, notamment quand les récoltes sont trop justes, ce qui s'est passé en 2022, on se retrouve soumis à de la spéculation. On se retrouvait à acheter des pommes de terre à 3 fois le prix normal, à 600 € la tonne. Je dois dire que ça a été un moment un peu compliqué à ce moment-là. Donc effectivement, nous, le schéma idéal, c'est la contractualisation. Et nous, on en a besoin pour assurer de la visibilité aux agriculteurs. Imaginez, nous, enfin, pour un agriculteur, s'il investit, parce qu'on investit lourdement quand on est agriculteur, pour le foncier, pour le matériel, et vous ne savez pas à quel prix vous allez vendre. Quand on se dit dans le raisonnement, c'est quand même quelque chose d'un peu fou. Hein. Donc, également, c'est effectivement les contrats qui me semblent être la logique la plus importante. Mais c'est aussi comme ça que nous on fonctionne. Il y a une autre... J'ai 3 questions. Je suis désolé, mais c'est rapide. Pour bien comprendre, j'ai pas noté le chiffre. La part de marché d'Alto sur les marques de distributeurs, ça représente quoi? Alors, grosso modo, on doit être à plus des 3/4 de la marque de distributeur en France.
C'est notre marché historique. Hein. C'est-à-dire c'est grâce à la marque de distributeur qu'Alto s'est développé. Déjà a survécu au tout départ. Je ne vous cache pas que les débuts étaient un peu compliqués. Et on s'est développé. Donc la marque de distributeur, c'est aussi un moyen de nous amener des volumes et avec des accords temps de qualité forts. Et après, maintenant, ce qui se développe actuellement chez nous des ventes, c'est la marque Bretz, où on est passé, en 10 ans, on a gagné, on est passé 3% de part de marché à 15%. Okay. La démarche, enfin le logo agriéthique, ça va être sur tous les produits de la marque Bretz. Ah oui, à terme, ça va être sur tous les produits de la marque Bretz. D'ailleurs, ça fait partie de la charte agriétique. J'attendais la question. En effet, ce qui est important de comprendre, Laurent disait en effet que progressivement les packaging vont avoir le logo. Et donc, si je reviens aux aspects plus techniques, c'est bien l'ensemble de la matière première destinée à la marque Bretz qui est certifiée en Amérique. C'est extrêmement important. Donc, on l'a fait simplement parce qu'on veut laisser de phaser en fait nos packaging, en fait, toutes les modifications d'un seul coup. Ce qu'il faut imaginer, à chaque fois si on devait refaire tous les packaging d'un coup, c'est un ticket d'entrée qui est monstrueux. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. J'ai une dernière question, mais pour agriétique, pour le coup, vous l'avez évoqué sur la question de la contractualisation, ça peut être compliqué pour un producteur de s'engager quand il y a énormément de volatilité. On a vu, alors c'est anglais, mais on a vu un prix du blé qui est monté à plus de 400 € la tonne, qui est vite redescendu, malheureusement, mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une possibilité de renégocier le contrat, non pas quand les prix du marché international augmentent, mais plutôt quand les charges augmentent? Est-ce qu'il y a une clause de révision quand le contrat n'est plus possible pour un producteur de pommes de terre? Alors, bon, c'est clair que, je vous l'ai dit, Agriétique est à 10 ans, on va fêter la 11e année cette année. On va dire que quasiment pendant 10 ans, jusqu'à l'automne 2021, je pense au blé, on était sur une volatilité, on va dire, acceptable par les acteurs des filières, c'est-à-dire qu'il y avait de la volatilité, mais c'était tamponnable par l'ensemble des acteurs de la filière, et on était plutôt sur un prix fixe payé producteur, parce que justement, les charges étaient relativement stables. Automne 2021, augmentation de l'énergie, etc., avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'engrais, plus la guerre en Ukraine qui est venue, je dirais, catalyser la volatilité avec des prix, comme vous l'évoquiez, à 400, même 450 € la tonne. Obligatoirement, ça a été un moment compliqué pour nous, très compliqué. C'est-à-dire que on avait deux choix, soit en effet faire abstraction en disant on va passer cette période un peu compliquée, soit finalement proposer ou ajuster notre méthodologie. On a choisi la deuxième solution, c'est-à-dire que, d'ailleurs c'était au moment du salon de l'agriculture, rappelez-vous, démarrage de la guerre en Ukraine, il y a 2 ans, c'était au moment du salon, on a envoyé un courrier à tous les collectifs de producteurs pour leur rappeler les règles et la philosophie du label. Pour leur dire, attendez, ça fait 10 ans, clairement, ça fait 10 ans que vous bénéficiez d'un prix déconnecté des marchés, mais qui restait rémunérateur. Là, on est dans une phase un peu plus compliquée. N'oubliez pas cette période-là. Et ce qu'on a fait également, c'est que on a revu notre méthodologie. Donc là, ça a été une série, et je ne grossis pas le chiffre, hein. On a eu plus de 150 rendez-vous avec l'ensemble des acteurs des filières pour adapter notre méthodologie de construction du prix payé producteur avec une indexation sur les charges. C'est-à-dire que tous les ans, le prix agriétique peut être révisé en fonction de l'évolution des charges. Donc l'idée, c'est d'être au plus près, je dirais, du prix terrain. Alors je disais, je prends l'exemple du blé que je connais un peu mieux. C'est-à-dire qu'on se base sur un indice que vous connaissez, c'est l'indice Pampa, et on le prend, cet indice, je dirais,
du semis jusqu'à la récolte. C'est-à-dire qu'on va avoir un indice moyenné dans le temps qui va nous permettre de définir un prix qui soit le plus proche de la réalité du terrain. Et ça, c'est extrêmement important, ce qui permet aux producteurs, bien sûr, de continuer à vivre de son métier. Maintenant, en effet, quand le prix de marché est très haut, il ne bénéficiera pas d'un prix de marché. Alors, nous, on s'est posé exactement la même question quand le prix du blé était au plus haut. Effectivement, c'était fixé quel est le prix de contrat qu'on allait. Évidemment, on se doit, nous, d'être compétitifs. À un moment donné, on s'est dit, on ne va pas rentrer dans le jeu spéculatif. Donc, on a augmenté nos prix de contrat, mais pas à la hauteur de l'évolution du prix du blé. Alors, on s'est retrouvé effectivement avec certains producteurs qui nous ont lâchés. Alors on avait même les plants qui étaient arrivés, qui allaient être plantés au bord du champ et qui nous ont plantés, c'est le cas de le dire. Mais finalement, ça a été relativement marginal parce que sur la durée, en général, les agriculteurs ils travaillent avec nous depuis très longtemps. Donc, effectivement, et d'ailleurs, malheureusement, les gens qui n'ont pas fait de la pomme de terre et qui ont fait du blé, je pense qu'ils ont un petit peu regretté. Donc, moi, bon, évidemment, il faut éviter de ranger dans le jeu spéculatif, nous aussi, à la hausse ou à la baisse. Nous, on essaie de garder une progression dans le temps des prix des pommes de terre et pas augmenter fortement et baisser l'année suivante parce que le marché nous dirait de le faire. C'est pas du tout la logique. Et on est en phase avec Ludovic, je retiens là-dessus. Bonjour, j'ai une question. Concrètement, le volume agriétique, ça correspond à combien de la production et le nombre d'agriculteurs qui seront effectivement labellisés agriétique pour fournir que la marque Breit, qui représente un gros tiers de votre activité. Alors, on va labelliser notre filière Alto. C'est-à-dire, on ne va pas se limiter juste au volume Bretz, parce que en fait, très souvent sur les pommes de terre, on ne va pas savoir si ça va faire de la marque de distributeur ou si ça va faire du Bretz. Donc, grosso modo, notre filière Alto, où on travaille en direct avec les agriculteurs, c'est 80% de nos besoins. Les 20 autres pourcents, en fait, on achète sur la méthode traditionnelle achat de pommes de terre. On a des contrats avec des négociants de pommes de terre qui sont eux-mêmes en contrat avec des agriculteurs. Souvent, c'est des agriculteurs du Nord. Mais évidemment, cette filière-là, on ne va pas la labelliser. Et cette filière, elle n'alimente pas la marque Bretz. Voilà. La marque Bretz, c'est notre filière intégrée où on travaille en direct avec les agriculteurs. Donc, à terme, on labellise 80% de nos besoins. Alors, grosso modo, on va parler, on doit être à pas loin de 300. On est à 300. Alors, sachant qu'à chaque fois qu'on labellise, la pomme de terre, souvent, c'est pas des spécialistes de la pomme de terre qui travaillent pour nous. C'est souvent des gens, on parlait dans le cas, des gens qui vont faire du lait et qui vont faire sur une part, je dirais, marginale, entre guillemets, de leur exploitation. Ils vont faire des pommes de terre pour amener un complément de revenu sur un revenu qui est régulier. Donc, c'est-à-dire que les 300 agriculteurs, ils ne vont pas faire que la pomme de terre. En général, ils font de l'élevage. C'est la logique qui est derrière. Bon, en plus, vous savez que sur la pomme de terre, qui plus est, il faut aussi faire une rotation. Sur une parcelle, idéalement, il faut mettre de la pomme de terre une fois tous les 5 ans. On ne peut pas épuiser les sols pour éviter les maladies. De toute façon, c'est bien d'assurer une rotation. C'est bien que ce soit sur une partie marginale de toute façon de l'exploitation. J'attends sur la presse. J'ai déjà une question concernant les pommes de terre. Il y a des inquiétudes par rapport à la disponibilité en temps. Alors, c'est des contractualisations de peut-être dans la presse. Je me suis posé une autre question. Je voulais savoir si les volumes en pommes de terre ne sont pas là. Il y a des producteurs de pommes de terre qui perdent leur comment est-ce que ça se passe? Et enfin, ça rajoute les locations. En fait, comment ça fonctionne cette mise à disposition? Alors, effectivement, il y a une pénurie de plants de pommes de terre. On va en parler mieux que moi.
Parce que aussi les obtenteurs, hein, grosso modo les propriétaires, les gens qui ont développé les variétés de pommes de terre, ils n'ont pas suivi en termes de prix ce qui se passait sur le contrat de la pomme de terre. Vous avez compris que c'est un métier qui est relativement technique. Quand il y a pas mal de producteurs de plantes de pommes de terre qui ont arrêté, à la limite, on trouvait plus rentable de faire vraiment de la pomme de terre. Enfin, c'est-à-dire, voilà. Avec moins d'embêtement parce que c'est une matière technique. Vous avez des contrôles très stricts en termes de maladies, de traitements que vous devez utiliser. Et malheureusement, je dirais que la radéminerie, de temps en temps, c'est pas bon. Hein, voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Et c'est la première fois vraiment où on a une pénurie de plantes de pommes de terre. Donc, et en plus, nous-mêmes, le problème, c'est qu'on est en croissance. Hein. L'année dernière, on a eu une croissance de 13% de nos volumes. L'année d'avant, c'était de 15%. Alors même qu'on contractualise en avant, il faut qu'on en rachète souvent en urgence et là c'est compliqué. Donc effectivement c'est compliqué, il y a une vraie pénurie de pommes de terre, même si on en avait acheté quand même beaucoup. Alors ça c'est une pénurie européenne, hein, ce n'est pas que français. Donc effectivement c'est une vraie problématique qui existe sur le marché actuellement. Donc on est à peu près couvert nous, hein, mais par exemple il n'y a pas très longtemps, il y a un agriculteur qui s'est réveillé un petit peu tard, et qui voulait mettre 15 hectares de pommes de terre, sauf qu'il ne l'avait pas réservé, il en aura que 7. Voilà, parce qu'on n'a simplement pas les plans. Donc on est limité de ce point de vue-là. Donc j'espère que ça n'aura pas d'impact non plus sur ce qui va se passer sur le prix de la pomme de terre, qu'il n'y aura pas un effet spéculatif, parce qu'il y aura un manque de pommes de terre. Hein. On verra le point chaud, ça sera de toute façon au mois de mai-juin. C'est toujours là où il y a les spéculations, c'est le moment de la jointure entre la fin des tardives et le début des primeurs. On verra si on a une pointe spéculative comme on a eu ces derniers temps, en particulier à la mi-2023. Alors, en ce qui concerne les inondations, ça a touché le nord de la France. Je ne vous cache pas que ce n'est pas là où on a nos contrats avec notre filière pomme de terre. Donc voilà. Donc par contre, nous, ce qu'on a fait cette année, vous avez compris qu'on a eu des problèmes de rendement avec la canicule en 2022. Nous-mêmes, on a mis en place un système de prime de fidélité aux agriculteurs, parce que les rendements n'étaient pas très bons, hein, on parlait de moins 13%. Donc on a mis en place une prime de fidélité aux agriculteurs qui signaient avec nous l'année suivante. En disant, voilà, on sait que ça a été compliqué l'année dernière, les rendements n'étaient pas là, donc on vous aide. Deuxième point, on a eu des difficultés en Bretagne aussi, on a eu des problèmes d'eau. On n'a pas eu des problèmes d'inondation, on a surtout eu des problèmes d'arrachage. C'est-à-dire que quand vous avez un champ qui est très humide, tout simplement, on ne peut pas arracher les pommes de terre. En de mémoire, on doit avoir 35 hectares. Donc, voilà. Donc on va compenser les agriculteurs là-dessus, on va les aider. On trouve toujours une solution pour s'arranger, parce que le but c'est de pérenniser aussi notre filière. Hein. Donc effectivement, le but aussi c'est d'être là au moment où il y a les coups durs. D'accord ? Alors, attention, on n'est pas là non plus pour, je dirais, biberonner ou infantiliser les agriculteurs. Hein. C'est eux qui sont les patrons de leur exploitation. C'est eux qui mènent leur culture comme ils le souhaitent et comme ils l'entendent. On est là, on a un réseau de techniciens culturels qui vient les aider, effectivement, qui donne des conseils. On fait aussi la traçabilité des traitements, mais c'est eux qui sont responsables. Au bout d'un moment, c'est aussi eux qui sont responsables des rendements. Alors, vous me posez la question sur les arracheuses de pommes de terre. Nous, on travaille avec des entreprises de travaux agricoles. On a 9, dont une qui appartient à 85% à Alto, qui est la plus grosse des ETA. En fait, c'est ces entreprises de travaux agricoles qui vont investir dans les arracheuses de pommes de terre. Donc, ce n'est pas les agriculteurs. Donc, les agriculteurs vont payer une prestation pour l'arrachage, évidemment. Ce n'est pas eux qui vont investir. Donc, ça va être une prestation annuelle, on s'entend. Mais vous n'avez pas la charge d'investir dans une arracheuse à 400 000 €. Donc, effectivement, nous, actuellement, on utilise en particulier notre ETA, qui s'appelle Legumia, pour tenter aussi de l'innovation culturelle. En particulier pour nous, et on essaie de voir, de tester tout ce qu'on peut faire pour faire de la culture de pommes de terre sans tamisage du sol. Parce que une critique qu'on peut porter à la culture de la pomme de terre, c'est effectivement la nécessité de tamiser pour éviter les chocs en fait sur les pommes de terre. Hein. Et maintenant il y a des solutions techniques de culture qui arrivent. On va utiliser notre ETA
pour faire investir et pour faire de la culture pilote. Oui, elle sert à ça. Ouais. Donc, c'est là aussi où on va tester les nouvelles techniques. C'est grâce à notre terre. La prestation d'arrachage, Andrea, j'ai pas le chiffre en tête moi. Tu sais? Ah bah tiens, Nicolas, bah tiens, voilà. Un agriculteur va répondre. Moi je connais un peu, moi c'est un peu particulier parce que comme vous êtes avant, on a tout notre matériel en fait nous-mêmes, mais pour les agriculteurs qui ont fait leur matériel, c'est 500, en gros ça représente 1000 € l'hectare, tout compris quoi, plantation, arrachage. C'est un bon moyen de. Ça permet de déléguer le travail, l'agriculteur est tranquille, c'est ça. Alors, par contre, on demande aux agriculteurs d'être là pendant l'arrachage, hein, parce qu'en particulier, dans les champs, vous pouvez avoir des cailloux, des corps étrangers. Et le but, c'est d'éliminer tout ça avant que ça aille dans l'usine, parce que ce serait dommage d'avoir une canette de Coca-Cola dans le stock de pommes de terre, et que ça finisse effectivement dans le paquet de chips. Donc on demande, même si l'arrachage se fait avec les ETA, les agriculteurs sont là et contribuent aussi à l'arrachage. D'ailleurs, ça fait partie du contrat. Nicolas, d'accord. Oui, je voulais juste savoir, à la base, c'est vous qui avez sollicité Agriéthique, c'est vous Agriéthique qui vous a sollicité, comment ça s'est passé? Alors, ça fait un moment qu'on discute avec Agriéthique, ça doit faire pas loin de 2 ans. Exact. Donc c'est bien avant qu'on parle, il y a la crise agricole, les problématiques de juste rémunération des agriculteurs. Donc c'est déconnecté, c'est pas un effet de mode, hein, simplement. Je pense que c'est nous qui avons sollicité, enfin, c'est moi qui ai eu l'idée au sein de l'entreprise en disant, ben voilà, on est dans le RSE, pourquoi ne pas continuer sur cette notion de juste rémunération des agriculteurs? Donc effectivement, c'était il y a 2 ans. Alors moi je trouvais aussi que nous on était à la recherche aussi d'un label de commerce équitable et qui serait Nord-Nord en fait. Et puis aussi avec des valeurs qui sont fortes. Et puis aussi un nom qui soit aussi autoporteur, parce que je trouve que le nom Agriéthique, mine de rien, est efficace, donc on comprend très vite ce que ça veut dire. Alors j'ai rien contre Max Havelaar, mais remis si on sait l'origine du nom Max Havelaar, ça parle à personne, hein, d'accord, voilà. Et bien sûr, vous savez l'origine du nom Max Havelaar. Ok, bon, voilà. Donc pour votre information, c'est un nom d'un roman en néerlandais qui décompte la culture intensive et de l'exploitation coloniale en Indonésie. D'accord, voilà. Donc ça vient de ça. Mais autrement, le consommateur moyen, il ne sait rien. Enfin, il le connaît à une du temps. Agriéthique, ça veut dire quelque chose. Après, si je peux compléter, en effet, ça fait 2 ans qu'on discute avec Laurent. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, on parlait d'enjeux RSE, de démarche RSE. C'est une démarche qui irrigue complètement l'entreprise. Et quand je parle de Bretz, moi je dis proche des agriculteurs, proche de ses collaborateurs. Et ce que j'ai vraiment remarqué, alors Laurent n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une application très forte de l'ensemble des collaborateurs aussi dans cette démarche-là, et ça c'est vraiment appréciable. Et ça dénote vraiment que finalement Agriéthique fait partie de l'entreprise et de la stratégie. Moi, ce que je trouve aussi, après ce qui nous anime, alors je vais faire un peu du plagiat du dernier livre de Ricorséna, Julien de Normandie, hein, c'est nourrir sans détruire. Il ne faut pas que, et moi je pense qu'en tant qu'industriel de l'agroalimentaire, ça ne doit pas se faire au détriment de l'environnement, ça ne doit pas se faire au détriment des gens qui produisent, qui s'impliquent dans la culture. Voilà. Donc c'est ça, c'est une notion de juste rémunération, on ne doit pas faire de l'argent sur le dos des autres, entre guillemets. Non. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire à travers ce label, et c'est important pour moi. C'est la dernière. On connaît tous les difficultés des producteurs dans toutes les filières, en question de revenus. Est-ce que vous considérez qu'Agriéthique est une réponse, une bonne réponse, une très bonne réponse aux difficultés de nombreuses filières aujourd'hui? Alors, si j'en étais pas convaincu, on ne serait pas là aujourd'hui au sein de l'agriculture pour parler de juste rémunération. L'intérêt du label, c'est que justement on a une approche globale, une approche systémique, une approche multifilière. Et l'intérêt, c'est justement de pouvoir proposer à des producteurs sur différentes productions
cette approche, cette méthodologie de contrat à 3 ans avec un prix rémunérateur. Donc oui, c'est une réponse. Après, il faut que le producteur ait conscience aussi qu'on ne le paiera pas sur un prix de marché. Et c'est ça qu'il faut. C'est là où il faut faire de la pédagogie. Il faut expliquer aux producteurs qu'en effet, alors j'ai l'impression de refaire le discours que je faisais il y a 10 ans, mais la spéculation, en fait, c'est le métier c'est pas le métier du producteur, c'est pas le métier du transformateur, c'est pas le métier de l'industriel. Personne ne peut prévoir le prix de demain. Regardez au moment on part sur les prix du blé quand on était à 450 € la tonne. Moi, j'entendais des experts dire ça m'a plus passer en dessous de 400 € la tonne. Regardez le prix aujourd'hui. Un prix de blé sur le marché, chez nous, on est à 220, 230 € la tonne, donc peut-être 190, 200 payés producteurs. Donc c'est ça en fait. C'est que finalement, la crise qu'on est en train de vivre, la volatilité qu'on est en train de vivre, va nous servir finalement. Va nous servir à faire comprendre aux producteurs qu'il faut s'engager dans la durée sur des prix rémunérateurs déconnectés des marchés. Donc oui, c'est une réponse pour que le producteur ait plus de visibilité dans la durée et soit plus confortable dans ses ventes. Et ça lui permet aussi d'assurer un débouché d'emploi. En fait, avec ces contrats, vous êtes sur la logique du prix minimum garanti, vous parlez maintenant. Alors oui, il parlait de nous on appelle ça PMG, bon, ça, notre prix minimum garanti, alors il parlait de prix plancher. Alors moi j'ai pas tout écouté parce qu'on était un peu à huis clos là, tout était fermé, on regardait même pas BFM ou autre, voilà. Mais il parlait de prix plancher. Prix plancher, il y a un côté un peu négatif. Nous, c'est un prix base, coût de production, plus une marge pour que le producteur puisse vivre de son métier. Mais c'est pas non plus un prix mini garanti parce qu'on ne va pas suivre la hausse du marché. D'accord ? On reste toujours sur un prix base, coût de production, plus une marge pour qu'il puisse vivre de son métier. Donc, la sémantique est importante. C'est pas un prix garanti. C'est un prix garanti base, coût de production. Le calcul du prix mini garanti est quand même compliqué entre une exploitation qui est amortie et le coût de revient même pour un jeune agriculteur qui vient d'investir. Le risque aussi, moi je le dis, c'est même dans une logique un peu économique. C'est entre les très gros qui vont avoir un effet de rente et puis les petits qui vont être toujours là en fait. Conceptuellement, c'est quand même compliqué de toute façon. On peut conclure peut-être, à moins qu'il y ait une dernière question, non ? C'est qu'on a été très clair en fait. Ouais, je pense. Bon, je sais pas, Laurent, tu veux dire un petit mot et je vais donner à Thomas, je vais finir à ce moment-là, dire un petit mot pour finir cette conférence. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et puis, pensez aussi aux agriculteurs qui sont derrière nous quand vous mangez des chips, c'est important parce que effectivement, nos produits, c'est d'abord le résultat de leur travail. Évidemment, il y a aussi le travail de tous les employés d'Alto qui travaillent à la R&D, directeur R&D, à la conception de produits, il y a mon directeur marketing aussi, et puis aux 400 personnes qui sont dans l'usine et qui font tourner les usines en permanence. Je vais dire un petit mot. Je n'ai pas forcément grand-chose à rajouter, juste que la plantation de culture de pommes de terre sur l'exploitation, ça développe très bien et ça dure. Très bien, merci beaucoup Laurent d'être présent à nos côtés aujourd'hui. Merci, c'était un plaisir. Merci Thomas, merci aux journalistes également présents, merci aux équipes que je ne voudrais pas oublier parce que ça fait 3 jours qu'on est là, on est déjà à Chies, mais bon, normalement on est là jusqu'à dimanche, bon, il va y avoir un petit peu de turnover des équipes pour pouvoir répondre au grand public. C'est la dure vie des salons, ça. C'est ça, exactement. Merci beaucoup et puis je vous propose de